Un grand merci pour cette invitation. On est vraiment très, très heureux d'être là. On va vous présenter. Donc, on fait une conférence ouais, c'est ça, dans le cycle de l'intimité. On n'a pas la prétention de commencer à théoriser sur ce thème-là. On va plutôt vous montrer des projets de logement qui peuvent permettre d'aborder ce thème d'une manière intéressante selon nous. Et puis en même temps, réaction, on va dire, en illustration à la soirée d'introduction pour la DRA, de présenter les projets qu'on a exposés ici. J'ai choisi cette petite image en introduction parce que je trouve que c'est peut-être pour moi ce qui illustre le plus l'idée d'intimité. C'est simplement de se dire que finalement, des fois, avec quelques bouts de tissu, on peut faire dormir des gens ensemble avec un niveau de densité absolument incroyable. Et puis, je trouve assez drôle de commencer la conférence avec juste cette illustration. On va montrer surtout des projets donc, de logement. On va aussi faire le tour des projets qu'on fait dans des contextes plutôt ruraux. Donc, ce sera une sorte de promenade campagnarde à laquelle on vous invite aujourd'hui. Puis, on va commencer avec les premiers projets à Pampigny que Laurent va vous présenter. Oui, alors première étape de cette petite balade campagnarde, c'est à Pampigny, c'est un peu le berceau de notre bureau. C'est là qu'on a commencé en 2003 notre activité avec Paul. On s'est retrouvés tous les deux dans ce qui est sous le numéro 1, qui est la grange d'une ferme qui était vide. Et au fil du temps, jusqu'à justement 2010-2011, on a reconstruit à peu près toute cette rue. Et puis c'est devenu un peu notre terrain de jeu commun. Donc, quelques images juste pour présenter la séquence. Voilà la grange dans laquelle on a installé notre atelier. On a construit nous-mêmes avec nos petites mains pendant quelques mois. Ça nous a permis vraiment de trouver nos marques ensemble, d'expérimenter des choses aussi qui ne sont pas toujours communes, notamment au niveau de la sécurité, bien sûr. Mais on a réalisé cette boîte dans une grange. Auparavant, il y avait un pont roulant qui sortait par cette ouverture horizontale. Et on a profité de ce lieu pour y installer notre bureau avec une grande table. C'est tous des matériaux de récupération. Les murs, ils sont blanchis avec un mélange de chaux et du lait de la laiterie de Pampigny. Mais il y a une très belle vue. Et on a travaillé plusieurs années ici, que les deux, sur cette table. La deuxième étape, ça a été de transformer la grange attenante. C'est pour ça qu'on s'est installé derrière cette fente qu'on voit derrière les peupliers à gauche. Donc on a réalisé ce projet qui a été justement la distinction en 2010. Non, 2006. Ouais. Donc 3 logements dans une ancienne grange qui bénéficie d'une vue incroyable sur le lac et les Alpes. Le village de Pampigny, c'est bien sûr des vaches, des murs de soutènement, des petites maisons, des grandes fermes qu'on peut voir ici en haut. Donc c'est un contexte encore très rural, très marqué par l'agriculture. Il y a donc des murs de jardin qui délimitent des zones plus privatives et puis des zones de cours aussi qui s'ouvrent, elles, sur la rue. Le projet qu'on va vous présenter ici, c'est les 3 maisons basses. Donc, il restait, à la suite de la transformation de la grange, il restait 2 parcelles libres de part et d'autre du corps central de ferme. Et puis, on a décidé de requalifier ici la rue, de prolonger cette logique de murs, de cours et de jardins, et puis de préserver surtout le grand verger qui s'étend devant toutes ces maisons. Donc, le thème des maisons basses est assez vite venu pour mettre en évidence non seulement le relief du village, des grandes fermes, mais aussi le corps central avec ces bâtiments très hauts de granges. Donc, un choix de rester dans une dimension petite, le plus bas possible, pour finalement dialoguer plutôt, reprendre un langage de murs, de petites constructions qu'on retrouve dans les villages. Donc, sur la parcelle de droite tout à l'heure, on voit ici le premier projet, une maison
On ne sait pas trop s'il y en a une ou deux, mais c'est une maison qui reprend aussi le profil des petites constructions attenantes et un long mur qui vient délimiter un jardin. De l'autre côté, le même principe, dans le prolongement du mur existant, cette fois 2 maisons, 4 toits, qui viennent se positionner le plus proche de la rue. On aurait voulu aller plus proche, mais c'était pas sur notre parcelle. Donc, de nouveau, une nouvelle définition de la rue, avec des fenêtres qui viennent montrer une intimité, même aux passants. La cour, qui est juste une petite séquence le long entre 2 murs, avec l'entrée. Et puis cette grande façade, donc 2 maisons accolées l'une à l'autre. L'idée des 2 toits, elle est venue finalement assez vite parce qu'on avait un projet avec des toits plats, mais ça ne passait pas dans l'humeur villageoise. On était obligé de faire des toits en pente. Donc l'idée est venue de scinder les toits en 2 pour diminuer leur impact visuel et puis aussi pour brouiller la lecture de une maison avec un toit. Donc les gens qui se promènent là ne savent pas très bien si c'est un ancien poulailler ou c'est une forme assez étrange. Ils ne savent pas s'il y a 4 maisons, 2 maisons, une maison. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît assez. Donc la coupe, on retrouve la double toiture. Et puis on a un socle en béton, c'est très simple, c'est du béton préfabriqué. Et ensuite des murs en briques et une toiture préfabriquée en bois. Le fait de scinder ces toits en 2 a induit une typologie. Cette typologie, elle est représentée ici en maquette. L'idée est d'avoir finalement une maison qui n'a pas de couloir. C'est une succession de volumes fermés entre lesquels on peut se promener et entre lesquels tous les espaces de jour s'articulent. Donc dans les boîtes, on peut le voir peut-être. Ah non, ouais. Donc on a ici une vue de ce qui nous intéressait, c'est cette enfilade décalée entre ces volumes fermés avec les toitures qui se rencontrent en pointe. Donc la construction, comme je le disais sur la coupe tout à l'heure, c'est tous des murs en briques de 13 cm qui portent la toiture, qui font un paysage déjà intéressant pendant le chantier. Une succession de pans il a fallu expliquer aux maçons qu'il fallait décaler ce mur de celui-ci. Ils avaient de la peine à comprendre, mais c'était important. Donc, une belle expérience de chantier. Et puis, autour de ces murs en briques de refend, des murs en briques isolés sur lesquels viennent poser les pans de toiture préfabriqués. Donc, c'est une construction vraiment très économique parce que nos budgets n'étaient pas très élevés. Ouais. Et puis ensuite, pour habiller ces murs de briques, là c'était un petit peu le casse-tête. On a tout de suite penché pour un crépi qui soit le plus brut, le plus simple possible, un peu le même genre de crépi qu'il y a sur les fermes alentours, quelque chose qu'on ne voit pas, on ne sait pas s'il était déjà là avant ou pas. Donc c'est un mélange de chantier, mais il a fallu trouver des bons mélanges de pigments pour arriver à la teinte finale. Mais grâce aux vaches, on a su un jour que c'était bon. Donc pour revenir à la typologie, on a ici les 2 maisons principales, celles qui étaient de part et d'autre du volume, les 2 plus grandes maisons, s'il y a encore une petite dont on ne parlera pas aujourd'hui, où on voit des typologies qui sont à gauche faites de chaque fois 5 modules et à droite toujours de 6 modules. Et puis cette enfilade de pièces, donc une maison slalom, où chaque pièce dessert une autre et puis donne accès à des chambres plus fermées ou à des services ou les accès à la cave. On a vite vu avec ce principe, ce qui est intéressant, c'est la polyvalence du plan, c'est qu'on peut mettre son salon d'un côté ou de l'autre, c'est un choix, il y a
simplement le choix de où on met la cuisine qui va figer un petit peu une des pièces, mais tout le reste reste très flexible. Donc on a toujours une pièce d'entrée, la cuisine qui est au centre, dans les deux cas, des pièces plus fermées qui sont des chambres, et puis après une utilisation qui peut se faire avec des portes coulissantes. On peut délimiter des zones. Par exemple, moi j'habite dans cette maison, on a 3 enfants, donc c'est leur terrain de jeu, c'est 3 pièces, et puis nous on est de l'autre côté. Ce que je voudrais aussi relever, c'est que c'était 2 maîtres d'ouvrage différents. Et un maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage de la maison de gauche, avait envie d'espace plus généreux. Et puis beaucoup de lumière, c'était des citadins. Et nous, on est plutôt des campagnards. Donc on a opté pour une solution un petit peu plus extrême, c'est-à-dire qu'on a ouvert l'entier des espaces de jour, des espaces ouverts, par des portes coulissantes en chaîne. Donc vraiment des espaces qui se projettent vers l'extérieur. Tandis que dans notre maison, on a plutôt prévu une série de fenêtres toutes identiques qui se retrouvent même dans les salles de bain et des fenêtres en pignon qui sont, elles, carrées, comme on a vu tout à l'heure. Donc on voit ici ces fenêtres dans la maison qui a des petites fenêtres, dans la salle de bain, dans une chambre. Donc il y a vraiment une volonté de neutralité, aussi de brouiller la lecture de ce qui se passe à l'intérieur. Dans cette maison encore, une image intérieure avant d'être meublée, où on voit une fois ces boîtes fermées, une fois ces boîtes ouvertes, et ces vues en diagonale qui se propagent de part et d'autre des boîtes. C'est vraiment des finitions très très simples. C'est une chape anhydrite, la plus meilleure marché possible, des murs blancs crépis en plâtre. Donc c'est vraiment un projet assez économique. Maintenant, on voit ici le même dispositif, mais dans l'autre maison avec les grandes fenêtres. Donc on voit, c'est tout de suite plus lumineux. C'est un espace qui se projette à l'extérieur. Et c'est assez intéressant, je trouve, de voir ce contraste entre 2 types d'ouvertures, les mêmes espaces, les mêmes coupes, mais un effet spatial complètement différent. Une vue ici de la cuisine avec des fenêtres plus fermées. On voit que le meuble de cuisine peut venir s'accoler à la paroi. L'autre cuisine, qui elle, la cuisine est tout de suite beaucoup plus neutre. L'ameublement est aussi plus neutre. On doit se reculer des fenêtres pour laisser la place à la vue, à l'espace qui se projette sur l'extérieur. On voit aussi le mur qui délimite le jardin. La bibliothèque, avec dans la maison aux petites fenêtres, où on voit que les livres peuvent venir jusqu'à la fenêtre, on peut occuper les coins, on a une sorte d'intimité qui se met en place parce on est entouré par des murs, il y a des cadrages qui se font sur le paysage, mais il y a une intériorité qui est beaucoup plus présente que dans l'autre projet. Le même espace dans l'autre, donc qui est déjà un petit peu plus grand, et qui lui aussi se projette sur l'extérieur. On voit aussi tout de suite une plus grande neutralité dans l'ameublement. Je pense que ce sont des espaces qui nécessitent une plus grande retenue dans l'aménagement. On doit être plus propre, plus rangé pour pouvoir vivre dans une maison comme ça. Le salon, pour terminer, avec dans la maison, ça c'est mon salon, avec un cadrage sur le paysage, un canapé d'angle qui peut venir occuper le coin. On sent tout de suite une plus grande intériorité. Et l'autre, ça c'est le salon Obscène. On a une vue sur toutes les Alpes, le lac, mais on voit aussi qu'il y a des concessions à faire. On a dû enlever les meubles pour pouvoir faire la photo, tellement c'est impressionnant. Mais ça a des qualités aussi. Une vue pour terminer aussi de l'extérieur, depuis le patio, entre les 2 maisons. Donc cette succession de fenêtres, de volets aussi, qu'on peut actionner, ouvrir, fermer comme on le veut. Une sorte de simplicité qui est peut-être moins présente dans l'autre façade, où on voit qu'on a dû mettre des rideaux, on doit mettre des stores. Là, c'était une photo la semaine passée. Il fait beau en hiver, mais on doit déjà fermer les stores.
ça fait aussi un petit peu réfléchir sur ce type de fantasme, je crois, de la grande baie vitrée. Deuxième projet, tu veux le présenter? Comme tu veux. Ouais. Allons, Vas-y. on varie. On varie. On varie le plaisir. Alors ça, c'est un contexte campagnard fribourgeois qu'on a fait pour notre cousin Germain. Donc on est nous-mêmes cousins, on a oublié de le dire, et puis on travaille beaucoup en famille. Et c'est un projet assez drôle parce que notre cousin avait hérité de cet ensemble de fermes. Et puis c'est des gens qui ont, avec son ami, ils ont vécu toute leur enfance dans des endroits mal chauffés, dans des fermes mal rénovées. Et en héritant de ça, ils nous ont dit, ouais, on aimerait vraiment vivre dans quelque chose de contemporain. Je crois que tu peux. Alors c'est un ensemble fait un peu de bric-à-brac. Il y avait des ponts de grange, il y avait surtout une tête d'habitation qui était encore habitée quand ils ont hérité de ce bien par sa sœur, par une famille. Et puis sinon, on voit alors la maison avait déjà été rénovée en 1976. Et c'était assez particulier parce que c'est une maison, on va dire, avec des petites fenêtres. Nous, en voyant ça, on leur a dit, mais faites rien, dépensez pas un centime et allez vivre dedans telle quelle parce qu'elle est parfaitement habitable. Mais voilà, eux tenaient à avoir des espaces généreux, contemporains. Et puis, par rapport à cette attitude, nous, on leur a dit, ouais, on ne va pas rénover la partie habitable. Par contre, on peut peut-être tester quelque chose d'un petit peu plus radical. Les seuls espaces qui sont vraiment généreux dans des structures comme ça, c'est les structures de grange, donc la structure qui se trouvait au-dessus. Et puis on pourrait peut-être essayer de travailler dans cet espace-là plutôt que d'essayer de rénover la partie habitable. La question qui se posait, c'est qu'on est dans des zones rurales, donc on n'a pas le droit d'augmenter la surface habitable plus que d'un certain nombre de mètres carrés. Donc pour arriver à nos fins, il fallait faire un pari, il fallait pouvoir démolir la partie habitable existante et puis transférer le droit à bâtir dans la grange. On n'avait aucune idée si c'était possible, mais en mise à l'enquête, c'est passé, et puis on a attaqué. Donc voilà, donc l'idée, c'était de nettoyer cette grange et de garder la partie qui nous intéressait, c'est-à-dire la partie qui présentait la capacité spatiale la plus évidente. Là, on voit, il y a des spansets, donc c'était une décision de l'ingénieur. Les jours de grand vent, il allait mettre des spansets parce qu'il y avait de fortes possibilités d'affaissement. Et puis, mais bon, elle a tenu bon. Et une fois qu'on a fait ça, on a commencé à rafistoler, comme on sait bien le faire dans le bureau, avec des détails que je n'oserais pas présenter dans une école HES. Donc, il s'agissait de surtout calmer et enlever tous les aspérités de ce socle, d'utiliser les anciens passages du pont de grange, des ponts de grange pour faire des entrées d'appartements et puis dégager la structure supérieure pour faire l'habitation principale. En cours de chantier, on a rajouté, donc on le verra après, c'est un plan où on s'est rendu compte qu'il fallait rajouter un petit appartement pour pouvoir financièrement faire tourner l'investissement. Donc on voit les deux plans d'étage, le plan du rez avec un petit appartement ici et puis une zone technique centrale, l'entrée de l'autre appartement, la partie cuisine et une sorte de grand loft traversant au-dessus. C'est une chose qu'on explore pas mal dans plusieurs projets du bureau, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces structures et surtout ces très grandes toitures en les laissant le plus possible vivre et surtout en essayant de les optimiser ou de les réutiliser d'une certaine manière. La manière la plus économique, c'est souvent de faire une boîte et d'utiliser le toit comme une sorte de première étanchéité. Alors, on le voit, on a juste simplement isolé cette boîte et on a laissé tout le pourtour comme un espace froid. On avait la chance aussi d'avoir des clients qui ne voulaient ni cave ni galta, ce qui aide beaucoup dans ce genre de projet. On peut passer à la suivante. Donc après, à l'intérieur, ce qui est vraiment intéressant avec ces avant-toits, c'est que finalement, on n'a plus besoin de mettre de protection solaire. Donc on peut se permettre, par rapport au projet précédent, d'avoir des grandes baies vitrées. Là, c'est aussi des baies, tous les matériaux visent. Le critère, c'est l'économie. C'est de proposer le plus d'espace possible avec, on va dire, avec
les éléments, les meilleurs marchés en Suisse, en tout cas qu'on puisse trouver. Donc c'est peut-être des grosses, on ne va pas chercher des fenêtres très fines, on prend des grands cadres, des éléments de chape anhydrite très simples. Ouais, bien, on passe, rien à dire. Donc là on voit la partie de la charpente au-dessus qui est laissée comme un espace froid dans lesquels il y a des oiseaux, bien sûr des nids qui se forment. On sait que c'est assez... essayer d'habiter cette charpente aurait impliqué, je pense, assez rapidement le dédoublement du budget initial. Et puis certainement pas cette qualité spatiale qu'on a à la fin. Ce qui est assez beau, c'est qu'on peut vraiment voir à travers le bâtiment. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui ne connaissaient pas le bâtiment avant on ne remarque pas, on ne peut pas imaginer le scénario de démolition par lequel on est passé. On a simplement repositionné les tuiles. Et puis, je pense que je peux passer à la suivante. Et puis, il fait des pignons très, très simples aussi, qui sont symétriques de part et d'autre. Quelques vues de l'existant. Puis là, on voit une vue assez intéressante, c'est que finalement, on retrouve des formes qui existent dans le paysage. Et c'est un projet qui n'a jamais attiré l'attention de personne. Il n'a jamais été publié non plus. Je crois que c'est un signe, c'est que c'est vraiment la discrétion complète. Alors que pour nous, je pense que c'est un des projets peut-être les plus extrêmes qu'on ait pu faire parce qu'on n'avait aucune idée si ce projet allait être accepté par la commune, allait être accepté par les biens culturels. Puis c'est assez intéressant par rapport à ça. Je ne sais plus ce que c'est, ça, il faut passer. Ah, voilà. Alors, on enchaîne aussi en terre fribourgeoise pour un projet aussi très, très, très spécial qui est présenté dans le cadre de l'exposition ici. Un projet spécial pour deux raisons. Enfin, je crois qu'il y avait... on l'a fait pour un autre architecte, donc c'est pour l'ancien architecte de la ville de Fribourg, M. Thierry Brutin, qui est maintenant passé comme architecte cantonal. Et la famille Brutin, c'est une famille de passionnés d'équitation. Donc vraiment, ils avaient, avant d'acquérir ce bien, ils louaient 9 boxes de chevaux, je sais pas, dans un manège des alentours fribourgeois, et puis ils louaient un appartement en ville de Fribourg. Et nous, on côtoyait l'architecte de ville à travers des mandats en ville de Fribourg. Et un jour, il débarque au bureau et il nous dit « Oui, Paul, j'aurais peut-être un objet que je suis en train d'acquérir. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur cette maison. » Et moi, je suis allé voir. Il y avait quelque chose d'assez intéressant. C'était une maison avec un plan, on le verra, parfait. Et surtout une partie de fronton qui se trouvait à l'avant, la partie d'habitation en bois, tournée vers la rue, et une partie de grange à l'arrière. Donc, une typologie de base très, très intéressante. Par contre, un architecte, aussi travailler pour un architecte, c'était vraiment intéressant. Dans les choses un peu plus difficiles, c'était que la maison était complètement pourrie. Donc ça, on n'était pas sûr tout de suite, mais ça s'est avéré vraiment. Elle passait pas un hiver de plus. On n'a pas eu le temps d'émettre nos doutes parce que lui a acheté la maison et dans un deuxième temps, il nous a donné le mandat en disant voilà, j'ai aussi résilié mon bail, donc on a à peu près 8 mois pour faire quelque chose. Et puis, dans un deuxième temps, on a aussi appris, bien sûr, le budget qu'on avait à disposition, ce qui rendait l'exercice assez intéressant. Il s'agissait donc de faire environ 9 boxes de chevaux, rénover la partie habitable, c'est une maison qui date du 18e, donc de 1780, et puis essayer de faire 2 appartements dans la partie de la grange pour essayer de rentabiliser l'achat du bien. Alors l'intérieur, ce qui était assez incroyable, c'est qu'il n'avait pas été touché depuis des siècles, donc c'était vraiment un intérieur comme ça, très, 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 sans altération. Pour les biens culturels fribourgeois, c'était aussi évident qu'on devait tout laisser. Et la question qui s'est... Alors évidemment, il faisait en hiver plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. La personne, la pauvre stagiaire qui se fait le relever en haut, pourtant c'était une Canadienne du Minnesota, mais même elle a souffert beaucoup. Et puis la question qui s'est posée, c'est qu'on avait un budget d'environ 1 400 000 pour faire tout ça, et comment on allait le faire. Le truc incroyable, c'était qu'on a travaillé avec cet architecte et je pense qu'on a fait 4 séances en gros de décision sur ce projet en une année. Donc à travers 4 réunions, on a pu décider ce qu'on allait faire. La décision, c'était de lui dire, écoute, avec l'argent que tu as, on va tout laisser. On verra comment on isole. On te garantit qu'il fera chaud, mais on laisse tout.
Le deuxième choix, c'était aussi de se dire qu'il fallait faire des appartements à l'arrière pour pouvoir isoler tout ça. Et puis après, on lui a aussi dit qu'il fallait qu'il travaille avec les entreprises qu'on allait lui proposer. Donc, on a travaillé en entreprise générale. Et la grande question, c'est comment isoler des structures comme ça. Donc là, c'était une image qui évoque un peu ce qu'on a fait. C'est les maisons traditionnelles japonaises qui fonctionnent avec des parois coulissantes et qui créent des sortes de tranches isolantes, une sorte d'espace intérieur-extérieur qui, quand on ferme les parois, amène une isolation, mais avec des matériaux très fins. Donc on peut passer à la suivante. Donc ça, c'était un parti de base qu'on a tout de suite adopté. On lui a dit, on ne va pas toucher les parois extérieures, on ne va pas commencer à refaire la façade, on va simplement glisser des verres isolants dans une structure qu'on devait renforcer de toute façon, parce qu'il y avait vraiment... il y avait très peu de structures, donc il y avait juste des planches avec des portées de 2 mètres quasiment. Et puis on va glisser des verres isolantes comme sur l'image de la maquette. Ça, c'est une décision qui a été prise très vite et qui a permis aussi de donner tout de suite le ton de l'intervention du projet. Donc on voit là le début du chantier avec la rainure qui va accueillir les verres. On va passer à la suivante. Donc après, ça, c'est les espaces que ça a créés. On verra après, on pouvait s'appuyer sur une typologie extrêmement intéressante. Et puis, et on voit cette zone interstitielle, qui est une zone en fait, dans laquelle on peut se promener, qui sert de galerie. C'est un peu comme si on se promenait dans un verre isolant qu'on avait extrudé. Ce qui est assez drôle aussi, on peut passer à la suivante. Donc il y a 4 pièces. En bas, il y a les pièces des chambres parentales. Au-dessus, il y a les 2 filles qui ont leur chambre. Et puis, alors on a là aussi laissé strictement tout le chantier, le plancher tel quel, il n'y a pas d'isolation phonique, tout est laissé de manière très très brute. Alors là, on voit le plan, donc cette la maison, la façade qu'on voit extérieure, elle est là, et ce qui est en rouge, c'est la zone, c'est la limite de la zone isolée. Le but aussi, c'était de ne pas intervenir avec les zones techniques à l'intérieur de l'habitacle original. Donc, on a doublé le mur de coupe-feu et puis on a placé dans une sorte de gros mur toutes les salles de bain et toutes les zones techniques des 2 maisons. Derrière, c'est les boxes des chevaux que l'on voit. Et puis, alors c'est une maison, donc on a pu laisser aussi exactement la typologie originale avec chaque fois. C'est une maison qui, à la base, était habitée par 2 familles qui avaient une cuisine au centre. Et donc, on a pu laisser ça tel quel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a simplement, par rapport à la typologie de base, on a remplacé les vaches par des chevaux. Ça impliquait quelques rehaussements, mais on a pu garder en fait l'esprit de la maison grâce à ça. On peut passer... Alors ça, c'est le plan d'étage, où on a quasiment le même plan que le plan durée. Ce qu'on voit derrière, c'est 2 appartements en duplex qu'on a créés au-dessus de l'étable et des chevaux, des boxes des chevaux. 2 duplex là. Alors après, ces zones interstitielles, ce qui est très très drôle, c'est qu'après quelques mois, elles commencent à être envahies et investies par les propriétaires. Une des filles fait de l'élevage de lapins devant sa chambre, donc ça, on voit des tapis. Puis, alors les parents sont un peu plus sages, ils ont des livres, des bibelots. Et quand on voit la façade de l'extérieur, on a quand même dû changer quelques fenêtres, mais on laisse exactement la façade telle quelle. On n'a eu aucune intervention là-dessus. Les gros trous qu'on voit là, on a fait 2 fenêtres coulissantes sur la partie pour faire rentrer des vitrages à l'intérieur. L'architecte de ville trouvait que finalement ces fenêtres étaient assez intéressantes et qu'elles amenaient de la lumière dans la partie centrale occupée par la cuisine. Et puis on les a jamais bouchées, puis c'est resté comme ça. On verra peut-être qu'un jour ça viendra. Le point essentiel, le cœur de cette maison, c'est évidemment la cuisine. Une cuisine qui occupe l'espace de la borne ancienne. C'est un espace qui fait 14 mètres de haut. La borne originale, elle venait jusqu'ici à peu près. On a enlevé cet étage pour créer cet espace incroyable, qui fait quand même exigu, et sur lequel toutes les chambres ont un regard. Je crois qu'on peut passer à la suivante. Donc, à l'intérieur de cet espace, on a simplement coulé un meuble en béton qui est la cuisine, un meuble sur lequel on cuisine et on mange. Donc, il n'y a pas la place pour mettre une table supplémentaire. Et puis après, on peut passer. Après, on a simplement
mis un meuble derrière et un verre au sommet des 14 mètres. Alors de temps en temps, il y a un peu de suie qui tombe parce qu'on l'a juste frotté, il n'y a pas eu de nettoyage, il n'y a rien eu de particulier. Ce qui est assez drôle, c'est que depuis le corridor supérieur ou depuis les chambres, on a toujours des visions sur cette cuisine, des visions plongeantes qui lui donnent encore plus de force dans son rôle en fait, de central ou de cœur de la maison. À l'arrière, il s'agissait de créer en tout cas d'essayer d'utiliser l'espace un peu comme avant qu'on avait à disposition sous le toit, avec là aussi un budget où il était clair qu'on n'allait pas toucher, on n'avait pas d'argent pour rénover le toit, donc il fallait faire avec les moyens du bord. En dessous, on a rehaussé le plancher pour avoir la hauteur minimale pour les chevaux, et puis on a créé des duplex qui ont chaque fois des entrées indépendantes depuis l'arrière et une terrasse qui a chaque fois une sorte d'espace couvert de 50 mètres carrés qui sert d'espace d'une sorte de loggia privative. On peut passer à la suivante. Donc là, on voit la coupe avec les chevaux en dessous et puis quelque chose de vraiment très, très élémentaire, enchevêtré dans la structure existante, des duplex d'environ, je crois qu'ils font 85-90 mètres carrés. Et on a un plancher en bois massif, et puis on a toujours ces espaces qui sont des espaces intérieurs qui sont assez intéressants parce qu'ils donnent vraiment ils sont entre le jardin et la terrasse, et puis ils permettent au propriétaire principal de pouvoir utiliser le jardin avec une assez grande privacité. Donc là, on voit les espaces que ça crée. Ce qui est intéressant aussi dans ces systèmes-là, c'est qu'on peut tout à coup dessiner des fenêtres ou des portes avec 1-3 plis, juste des verres isolants. Donc on n'a pas les requêtes d'étanchéité qu'on a d'habitude. Je pense, pièces, c'est des maisons qui ont peut-être coûté 200 000 francs, peut-être même moins. C'est très, très simple dans la construction. Et là aussi, ce qui est drôle, c'est que je pense qu'on peut passer à la suivante, c'est de voir comment les gens commencent à habiter ces espaces-là. Donc d'un côté, on a un couple qui habite, de l'autre, c'est une famille qui fait du cheval, donc il y a les chevaux en dessous, et puis qui loge à 4, normalement 2 jours par semaine environ, ou 3, dans un des duplex. Donc évidemment que les Genevois n'ont pas pu s'empêcher de marquer leur territoire. Non, tu pourrais... Ce qui est assez drôle aussi, c'est vraiment enfin, je sais pas. Après, maintenant, il aurait fallu refaire des photos maintenant parce que c'est vraiment des sortes d'espaces intérieurs qui sont entre le salon, le balcon. Alors, c'est assez incroyable de voir comment les gens, avec les mois qui suivent, commencent à occuper, meubler cet espace. Et puis, ouais, à la fin, je sais pas, peut-être que c'est une invention de notre bureau, c'est le balcon qui donne vers l'intérieur, qui a un avantage, c'est que les gens qui ont des drapeaux, ils sont obligés de les afficher vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. On n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné, ce genre de drapeau avec un balcon traditionnel dans un village fribourgeois au centre. On a évité les émeutes, je pense, avec ce système-là, quoi. Donc voilà. Un autre projet villageois ouais, je pense, c'est bien. Pour que Paul puisse reprendre son souffle. C'est un peu la suite des projets qu'on vous a montrés jusqu'à maintenant. C'était un concours qui a été lancé en 2010. C'est la commune de Cressier, près de Fribourg, qui a acheté une grande parcelle de presque 6000 m² avec un ensemble de 4 bâtiments historiques classés et qui a lancé un concours pour réhabiliter ces fermes et ces constructions en logement pour des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées et aussi des couples, donc introduire une sorte de mixité là-dedans. C'est une commune qui est assez riche, qui a la chance d'avoir un petit peu d'argent pour financer un concours comme ça et puis investir dans son patrimoine, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de promoteurs qui étaient intéressés à acheter cette parcelle, raser tous les bâtiments et faire des locatifs traditionnels dessus. Donc pour nous, c'était une aubaine incroyable. Tout d'un coup, 4 fermes à rénover d'un coup. Donc on s'est lancé, on s'est rué sur ce concours qu'on a gagné aussi il y a quoi, une année maintenant à peu près. Et je vais vous présenter ça en quelques mots.
Donc, on a pu là-dedans aussi reprendre beaucoup des thèmes qu'on a abordés tout à l'heure. Donc, on a procédé à une démolition passablement d'annexes des corps qui nous dérangeaient dans cette structure, des choses qui ont été rajoutées. Et puis, on a recréé un nouvel ordre qui est fait par des petits volumes qui ont tous des gabarits similaires et qui guident l'habitant depuis le village qui est ici en bas, avec une succession de volumes de pignons qui les guident vers un espace central qui est créé par les volumes qui l'entourent. Donc on voit ici une autre photo depuis l'autre côté de la maquette. On a beaucoup dû travailler sur ces volumes-là parce que les autres, on sait assez bien comment s'y prendre, mais ceux-ci, on avait de la peine. On a plutôt commencé par adopter un langage qui fondrait ces bâtiments comme s'ils avaient toujours été là. En fait, c'est ce qu'on voulait. Un petit peu comme à la manière d'une ancienne porcherie qui se trouve ici en haut. C'est un petit peu les mêmes gabarits, donc juste 2 niveaux ou un seul niveau même. Donc on voulait plutôt opter pour une sorte de camouflage, quelque chose de très banal qu'on n'aurait pas remarqué. Mais le service des biens culturels nous a forcé à affirmer ces bâtiments, à affirmer leur contemporanéité. Donc on va travailler sur des volumes qui seront le plus abstrait possible. On verra ce que ça va donner. Ce sera du béton, un toit en métal, quelque chose d'un petit peu plus affirmé et qui va essayer de donner aussi peut-être une ligne, une nouvelle touche à cette succession d'espaces et à redonner une nouvelle définition à cet espace central du projet. Une vue là du concours, justement de cette place, avec les bâtiments existants. Donc c'est une photo de maquette. Et puis dans les granges, donc très rapidement, c'est pour montrer que le prolongement de ce dont Paul vient de parler. Donc on a pu dans ces corps de grange réutiliser des typologies qu'on avait expérimentées avec ici on va faire des expérimentations sur là il y a une grande ferme, une petite ferme, donc on aura ici un duplex qui sera traversant, mais ici 2 duplex, mais avec beaucoup plus de hauteur. Un étage de socle, comme on a vu dans le projet initialement de la grange dont la tête avait été démolie. Donc ça va être des belles expériences qui vont commencer. Ici aussi une vue donc de prolongement de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec une structure qui est là. On a des fermes qui sont un petit peu plus riches, qui sont mieux construites, qui sont en meilleur état, une charpente beaucoup plus impressionnante, une hauteur aussi beaucoup plus grande, et puis surtout des espaces qui seront publics, ce sera les balcons qui vont filtrer un petit peu l'intimité du duplex qui est à l'arrière, de l'espace public qui est devant. Donc ici, des logements qui seront plutôt destinés aux familles. Et puis dans les socles, tous les socles seront habités par les personnes âgées. Donc une belle expérience qui va venir. C'est nouveau à toi. Les chaises musicales. Alors là, ce qui est intéressant dans les 2 projets précédents, c'est qu'on on a plusieurs projets de maisons avec une taille ou d'appartements, une taille qui oscille autour des 80-70 mètres carrés. Et ça, c'est un projet, on construit très peu dans le bureau, je pense, parce qu'on a beaucoup de projets qui sont très tendus au niveau de la prise de risque, au niveau du type de mandat. Et finalement, ceux qui aboutissent, ils sont souvent peut-être, ils viennent un peu de nulle part. Ça, c'est vraiment un cas de figure qui est presque, on pourrait appeler, c'est un concours de circonstances, ce projet. À la base, c'est un parc familial qui appartient à notre famille. Et dans ce parc, après des négociations avec la ville de Fribourg, on a obtenu le droit de bâtir quelque chose. On ne s'était pas rendu compte à l'époque, ce qu'on ne savait pas, c'est que sur ce parc, il y avait des servitudes de non-bâtir, donc 90 personnes qui avaient le droit de nous interdire de bâtir quoi que ce soit. Et puis, je pense que tu peux passer, comme on a pas mal de temps à perdre au bureau d'habitude, à l'époque, on avait fait un pavillon, un petit prototype de pavillon d'artiste vertical. On a abordé les 80 propriétaires en leur demandant s'ils étaient d'accord de nous autoriser. Au départ, on voulait construire un pavillon d'artistes dans ce parc. On leur a demandé s'ils allaient nous autoriser à construire dans les
surfaces constructibles, ou en tout cas enlever les servitudes sur ces surfaces constructibles qu'on voit en trétier ici. Bon, bien sûr qu'on a reçu une levée de bouclier de tout le quartier. Puis dans un deuxième temps, on s'est dit, bon allez, on essaye un truc, quitte à perdre un peu de temps. On leur demande le droit de construire. L'argument de l'opposition, en tout cas de la réponse négative, c'était de dire, ouais, vous allez revendre le terrain à un promoteur qui va essayer de passer en force et qui va construire des immeubles sur un terrain où actuellement vous ne pouvez rien faire. Et donc on est revenu à la charge et on leur a dit, écoutez, on vous demande le droit de construire sur des parcelles de 6 mètres par 6 mètres, sans y croire vraiment, parce que normalement, en tout cas c'était ce que nous avait dit la notaire, enlever des servitudes en Suisse, ça ne se fait pas, ou ça se fait, c'est quasiment impossible. Toujours est-il qu'on a essayé, on a fait une convention, on a planté des bâtons de ski en hiver dans le champ, en disant voilà, peut-être on a appelé un géomètre et on a commencé à faire circuler une convention auprès des voisins. Et puis voilà, après je pense 4-5 mois, on a la notaire qui nous a appelé et qui nous a dit ouais, c'est incroyable, il y a tout le monde qui a signé. Et c'était alors tout le quartier est passé devant le notaire. Sur 80 propriétaires, il y en avait peut-être 10 qui habitaient. Il y en avait qui habitaient au Canada, il y en avait qui habitaient en Afrique, il y en avait qui habitaient n'importe où. Donc on n'avait même pas les adresses des gens. Et en fait, le quartier s'est mobilisé pour retrouver et faire passer tout ce bon monde devant des notaires, trouver des conventions. Donc nous, on avait presque oublié, on l'a toujours fait, mais sans y croire. Et puis tout à coup, on a obtenu le droit de bâtir sur ces parcelles. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. À partir de ce moment-là, c'est vrai que c'était un projet. L'idée de base aussi qu'il y avait dans ce projet, c'était de le dire, on va construire des petits pavillons et on va louer ces pavillons et on va utiliser le bénéfice de la location pour entretenir le parc, qui est une grande question au niveau de la famille. Donc c'était une sorte d'idée un peu, une sorte d'idée aussi pour pouvoir maintenir la propriété sans la partager au sein de la famille. Donc ça, c'est deux images de référence qui montrent un peu les deux envies. On avait envie de construire en bois parce qu'on se disait on est dans un parc. Et puis l'autre envie, c'est un bâtiment de Heinrich Ehrich, c'est de faire quelque chose d'abstrait qui fasse quand on le voit, on ne sait pas exactement, en tout cas on n'identifie pas ça comme une maison, c'est une sorte de sculpture qui ne va pas envahir le parc. Donc ça, c'était les deux aspects qui ont précédé le projet. Et puis on a fait des structures très très simples, là aussi avec une visée low cost, une sorte des petites structures sur un niveau enterré et 3 étages hors terre qu'on peut utiliser comme bureau, comme atelier ou comme maison. Maintenant, sur les 5 pavillons, il y en a 3 qui sont construites et les 3 sont utilisées comme des habitations à part entière. Donc, ce qui est drôle dans ces maisons, c'est que, alors vraiment, elles disparaissent complètement dans la végétation. Bien sûr, il n'y a aucun accès en voiture aux maisons, donc les locataires n'ont en principe pas de voiture. Tu peux passer. Et puis après, on est dans un lieu qui est incroyable. C'est un parc de 20 000 mètres carrés et qui, au fil des saisons, laisse apparaître des façades complètement différentes. En hiver, on a quelque chose de beaucoup plus dégagé. En été, ça se fond complètement dans la végétation. Et puis voilà. Après, le principe aussi, c'est des maisons qui sont chauffées au bois. Donc, il y a un tas de bois qui se trouve à un endroit et les locataires vont chercher leur bois pour faire leur feu. Il y a un poêle à bois par pavillon. Donc ça, c'est la vue plus dégarnie en hiver. Une idée aussi qui est, je pense, le luxe de la maison, c'est les fenêtres. Toutes les fenêtres sont coulissantes, donc elles disparaissent complètement dans les façades, ce qui permet d'avoir toujours le même dessin ou la même image de la maison, et puis surtout de garder l'idée d'un pavillon et de ne pas commencer à domestiquer ce parc. Ça, c'était un point, je pense, essentiel. Et de pouvoir aussi utiliser plutôt les espaces intérieurs, presque comme des balcons. On peut passer à la suivante. Donc ça, c'est les images une image nocturne. Il n'y a évidemment pas de lampe qui illumine les chemins à la maison. Donc là, il y a quelqu'un dans la maison. Vous imaginez ce qui se passe quand on rentre à la maison et qu'il n'y a personne. Donc c'est plutôt une expérience mystique qu'autre chose. Le premier voisin, je crois que c'est la première soirée arrosée où il est revenu le premier soir, il s'est pris un tas de bois. Je crois qu'il avait la tête complètement égratignée. Et puis alors là, on voit le principe constructif. Là, l'expérience dans cette maison, c'était d'essayer de réduire au maximum
tout l'équipement de la maison traditionnelle, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui est essentiel dans une maison, comment on peut le réduire, d'enlever toutes les isolations acoustiques, d'enlever les salles de bain supplémentaires, d'enlever les chauffages, et de faire alors des façades bien isolées. On a 30 cm d'isolation, il y a un poêle à bois qui se trouve dans la cave, une zone technique qui sert de rangement, salle de bain, machine à laver, il y a une douche qui se trouve à la cave où il y a un petit lanterneau, on a la cuisine qui se trouve au-dessus, et puis après juste des plateaux, des séquences de plateaux qu'on peut utiliser comme on veut. Là, on voit alors le chauffage. Suivante. La cuisine. Au niveau 1, c'est des étages qui sont relativement bas. Donc, les 3 premiers étages, ils ont 2,20 et 2,40. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet d'avoir... en fait, on franchit 3 étages, mais avec le nombre de marches habituelles de 2 étages. Donc, la verticalité est relativement facile à vivre dans une maison comme ça. Puis le dernier étage, on a une hauteur de 3,50 avec les 2 fenêtres coulissantes qui font que cet espace-là devient un balcon, une sorte de grande loggia en été. Et permet des utilisations très polyvalentes. J'ai oublié d'enlever une image. On parle d'intimité, donc là c'est vraiment un cas d'intimité extrême. On va dire les seuls rapports un peu plus tendus, c'est avec les vaches, parce que bien sûr qu'on a laissé tout le champ à disposition du paysan. Et puis ça, c'est la vue de la cuisine le matin, avec les curieuses qui se rapprochent. Ça, j'ai rajouté ça dans le train parce que comme on ne se voit pas beaucoup avec Laurent, c'est bien, il faut profiter des conférences pour montrer des projets. C'est assez drôle. Il y a une question qui revient beaucoup avec le projet précédent, c'est est-ce qu'il y a un marché pour ces maisons? Est-ce que c'est une nouvelle tendance? C'est absolument pas une nouvelle tendance. Pour une raison assez simple, c'est que on est un pays de locataires et puis on est un pays où les gens qui achètent des maisons, ils doivent acheter des parcelles qui sont à peu près standards, elles sont relativement grandes, et donc il y a très peu d'endroits où il n'y a pas de marché pour construire des petites maisons. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à travers les publications qu'il y a eu, on a quand même quelques personnes qui nous appellent. Et puis ça, actuellement, on a un monsieur à Morges qui nous a demandé de faire une maison de 70 mètres carrés. Et puis je profite pour la montrer à Laurent, comme il ne connaît pas le projet. Et on verra ce que ça donne. Je vais terminer sur un projet qui est en cours de construction et que certains d'entre vous connaissent aussi. C'est parce qu'ils avaient participé, notamment Local Architecture à l'époque, au processus. C'est un projet qui est maintenant en construction et puis qui illustre vraiment, je pense, très très bien la question de l'intimité. Et c'est presque une caricature, on va dire, par rapport à cette question-là. C'est un projet qui se trouve à Berne, sur une parcelle de 60 000 mètres carrés, et puis où un industriel argovien a racheté cette parcelle. On est au pied du Gurten, c'est une parcelle qui a beaucoup de valeur. Il l'a achetée en 2007, donc ça a pris 7 ans pour mettre en place un processus et commencer à construire. Et à l'époque, alors c'est une sorte de type, un illuminé comme ça, qui a de l'argent, mais qui a des idées vraiment intéressantes. Il a acheté ça, il a mandaté le bureau AGPS à Zurich, avec un objectif. Il leur a dit, écoutez, moi j'aimerais que vous organisiez un concours de tours et je veux que vous invitiez les plus grands architectes au monde. C'était la base. Bon, le bureau AGPS a commencé à travailler et puis je crois qu'après quelques mois, ils lui ont dit, faire une tour de 200 mètres à Berne devant le Gurten, ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr que pour du logement à Berne, les plus grandes stars, ça soit vraiment le truc approprié. On pourrait faire quelque chose d'intéressant, ça serait organiser 5 concours d'architecture en invitant des jeunes bureaux. Dans ces jeunes bureaux, nous, on a été pris un peu par hasard parce qu'on n'avait construit qu'une ferme. C'est un peu un concours de circonstances, il faut l'avouer, à l'époque. Toujours est-il qu'on a été choisi parmi une vingtaine de bureaux. Et l'idée du bureau AGPS, c'était de dire on est dans une zone qui est assez hétéroclite. Il y a une ferme en face, il y a une fabrique, il y a des villas, il y a des locatifs. Donc on n'a peut-être pas besoin de chercher une forme urbaine forte pour cet endroit. On pourrait pousser une sorte d'hétéroclisme maximum à travers le projet en mettant l'accent, ou en tout cas en posant le thème du concours sur la typologie et non pas sur la forme urbaine. Quelque chose qui est assez rare en Suisse finalement. Et puis en prenant l'idée du cadavre exquis,
qu'on voit en bas. Donc l'idée, c'était que les bureaux étaient invités à la journée d'inauguration, de début du concours. On tirait au sort une des parcelles. Chaque parcelle avait un thème de concours spécifique par rapport au thème du logement. Donc la première parcelle, c'était construire dans une tour, des logements dans une tour. La deuxième, vivre dans une cour. La troisième, habiter dans les arbres. La quatrième, habiter avec un patio. Et puis habiter avec des balcons. Alors, il y avait des thèmes plus intéressants que d'autres. Nous, on a la chance de tirer au sort ce qui nous convenait le plus. Je pensais habiter la cour. Ce qui était drôle, c'est qu'on ne savait pas exactement qui étaient nos concurrents directs. On ne savait pas non plus qui étaient les voisins. Et puis après, le jury a jugé, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, ça on n'a pas la preuve, a jugé les projets un par un. Donc à la fin, ça a donné une sorte de salade comme ça, avec 5 bâtiments qui sont tous complètement différents. Et puis nous, on avait le bâtiment avec le thème habiter sur une cour. On avait des règles assez fixes, donc on avait un cahier des charges assez précis avec des tailles d'appartements. On savait, nous aussi, qu'on allait devoir faire du locatif, alors que les autres appartements sont plutôt destinés à la vente. On est à Berne, donc à Berne, en tout cas pour nous, comme Romans, c'est une ville où on a l'impression que les gens sont peut-être plus ouverts ou plus aptes à vivre différemment. Puis dans un concours comme ça, où le maître d'ouvrage était prêt à utiliser ce concours pour faire une sorte d'expérimentation, et avec clairement, il n'avait pas le but de faire de la rentabilité absolue. On s'est dit, on va jouer le jeu du thème du concours jusqu'au bout. Donc on est parti sur ce schéma-là. C'est un schéma qu'on avait dès le début, qu'on a respecté 7 ans après, qui était de dire, la plupart du temps en Suisse, les bâtiments d'habitation sur cour, ils ont un principe, ils ont la façade représentative à l'extérieur avec les balcons, et puis la zone intérieure, c'est une zone de calme où on a les chambres. Et nous, on s'est dit, si on nous demande d'habiter la cour, on va essayer d'inverser ce principe-là, donc de partir sur ce schéma-là, de dire on va mettre tout ce qui est plus intime à l'extérieur en couronne, et à l'intérieur, on va regrouper toutes les fonctions d'habitation qui sont bruyantes, les zones de jeu, les entrées des appartements et surtout les balcons, loggia. Alors c'était le point de départ, c'est maintenant ce qui est en cours. Là, on voit le plan qui est maintenant en construction, qui montre en fait la diversité tout est en construction en même temps, donc c'est assez intéressant de voir que c'est construit quand même comme un ensemble, mais avec chaque fois des architectes différents, des ingénieurs différents, et même des constructeurs parfois différents au niveau du gros œuvre. Donc le projet, il représente exactement le schéma. On voulait surtout éviter de faire des fenêtres sur cour. C'était pour nous toutes les cours qu'on connaît en Suisse, avec des chambres qui donnent sur des cours, ont toujours les stores fermés. Et on s'est dit, on va faire une cour où il n'y a aucune fenêtre, mais il n'y a que des gros trous, des grandes loggias qui créent en fait le lien entre les habitants. Et on va essayer de pousser les vis-à-vis entre les gens au maximum en trouvant une typologie très économique, en tout cas peut-être très riche spatialement, mais très économiquement au niveau de la construction. Alors en bas, c'est le rez-de-chaussée. Dans le concours, on avait encore un jardin d'enfants qui devait occuper la cour. Ce programme a disparu, donc maintenant on a gardé cette idée-là. C'est des paysagistes qui aménagent la cour, où on aura une sorte de grand miroir d'eau, un bassin pour les enfants. Et puis on a un passage qui traverse le bâtiment. Le bâtiment est orienté plein sud, donc la cour permet aussi de se protéger de la rue qui se trouve au nord. Et puis le plan d'étage qui est assez simple, on voit ces découpages en blanc qui sont des loggias énormes, elles font chacune entre 18 et 20 mètres carrés. Le défi aussi, c'était d'arriver à donner des loggias à chaque appartement, donc aussi aux petits appartements d'angle, on a des appartements qui ont presque des formes de serpents, qui se retournent pour donner leur loggia, pour avoir aussi une vue, une participation à la cour. Donc ça, c'est le plan de l'appartement. On a des appartements d'environ 80-82 mètres carrés. 7 grandes loggias qui profitent. En fait, il y a un rideau qui fait le pourtour de la loggia. Le rideau, on peut l'utiliser comme protection solaire, ou on peut créer l'intimité en fermant la partie extérieure. Une zone d'entrée, 2 chambres, et puis le salon qui se trouve au centre et qui bénéficie de la profondeur de la loggia qui fait environ, elle fait 4 mètres, elle fait quasiment 5 mètres de profond. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le salon se retrouve dans une zone il est baigné de lumière, mais il profite presque de cet espace tampon. C'est un peu ce qu'on retrouve finalement dans les fermes qu'on a vues avant. Il y a un espace
un espace commun extérieur qu'on utilise comme espace de transition entre l'espace public et l'espace privé. Et puis après, c'est très très simple. Là, c'est aussi des projets où le but, c'était de maintenir la forme typologique. On savait que c'est une entreprise générale qui construit ça. On n'avait aucune visée. C'est eux qui nous disent, qui nous donnent les détails. On n'a aucune marge par rapport à ça. La seule marge qu'on a, c'est le dessin de la cour et le dessin des loggias, finalement. Donc ça, c'est le chantier en cours. On voit un peu la taille des loggias par rapport aux ouvriers sur le chantier. Ce qui est incroyable aussi, c'est que finalement, le bâtiment est très étroit, il fait 10 mètres 40, 10 mètres 20. Et puis avec ces loggias, on a des situations où on a juste 5 mètres entre deux extérieurs. Donc c'est vraiment assez passionnant de voir ce projet monter. Maintenant, on est au 2e niveau à peu près. Ça, c'est une vue d'une des loggias. Et puis sur l'extérieur, on aura donc 2 principes pour amener de l'intimité. On aura des balcons qui seront en bois, donc ça sera des éléments en bois un peu plus massifs que ça, qui seront plus gros, et puis un rideau qui permet aussi de faire office de filtre. On peut passer à la suivante. Donc là, c'est la vue actuelle de maquette. Bon, on verra, on est encore en train d'essayer de... On pense qu'elle va se faire comme ça. En tout cas, les canalisations pour le miroir d'eau sont faites. Ce que vous voyez là, ça c'est un bouton pressoir pour les enfants. Donc la super idée des paysagistes, c'est de dire que si on presse là-dessus, ça actionne des jets d'eau et une sorte de nuage dans la cour. Là aussi, moi, je me demande ce qui va se passer la nuit quand les gens rentrent chez eux, mais on n'a pas abordé ça dans les dernières réunions du maître d'ouvrage. Et puis bon, on verra. Ce qui est assez drôle, c'est aussi une image qu'on a depuis le début. Il y a un truc. Alors derrière, on a une ferme qui est exactement dans le prolongement. Depuis le concours, il y a un truc assez spécial, c'est que on voit qu'il y a un tas de fumier qui se trouve vraiment mais en plein dans l'axe de la cour. Et puis si tu passes à la suivante, ben, là, ça c'est la photo de ce matin, donc on peut vraiment, on s'est vraiment bien positionné, quoi. On est les fribourgeois en face du tas de fumier. Donc on est assez honnête dans les photomontages, s'il y a des membres de jury qui vont nous juger. C'était la dernière image, ouais, c'est peut-être pas bien de finir sur un tas de fumier, il faut mettre la précédente peut-être. Ouais, bon. Je vous remercie pour votre attention et puis bienvenue pour toutes les questions s'il y en a.